Bonjour à tous et bienvenue sur ce EasyDW podcast. On est en direct de Interglitch, l'événement organisé par le French Restream. Et je suis avec Mikoto Max. Salut tout le monde. Et Alizé de l'Institut du Cerveau. Bonjour. ICM. Parler un petit peu plus. Ok. Et donc, là déjà, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on arrive dans un cadre plutôt jeu vidéo, où on vient retrouver de la science qui vient se greffer aux jeux vidéo. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel cadre, vous, au-delà de l'ICM, vous vous incorporez dans ce projet jeu vidéo ? Donc moi, mon travail à l'ICM, donc je fais de la recherche, je suis chercheuse et je travaille sur la créativité, sur les neurosciences de la créativité. Et donc forcément, je pense qu'il y a un lien que tout le monde peut voir entre créativité et jeux vidéo, même si c'est un lien qui me questionne quand même et j'ai l'intention d'interagir avec les joueurs un petit peu pour les questionner là-dessus. Vous analysez la créativité un peu partout, dont le jeu vidéo ou spécifiquement sur le jeu vidéo ? Non, dans mon travail de recherche, je ne m'intéresse pas aux jeux vidéo. En fait, la créativité, c'est quelque chose de très complexe qui va toucher à différents domaines. Donc, on peut avoir le domaine forcément de l'art, c'est la première chose à laquelle on va penser, de la musique. Mais en fait, ça peut toucher plein d'autres domaines, comme même le champ de la recherche, les différentes innovations, la technologie. Et donc, du coup, ça nécessite, un individu pour être créatif a besoin d'avoir une expertise de connaissances. Et donc, on ne peut pas l'étudier chez tout le monde parce qu'on n'a pas les mêmes connaissances. Et il y a quelque chose qu'on a tous, c'est le langage. Oui. Et donc, du coup, la plupart de nos expériences vont avoir lieu sur le langage. Comme ça, on s'affranchit déjà d'une espèce de variabilité interindividuelle qui va exister. Et donc, c'est plus simple pour vos recherches d'avoir quelque chose de, on va dire, de linéaire sur le type de recherche à faire. Le langage, c'est déjà compliqué, mais ça l'est moins que des domaines qui ne sont pas maîtrisés par tout le monde. D'accord. Ouais. Et c'est assez intéressant. Moi, je me pose toujours une question par rapport à la créativité. Est-ce qu'il y a une sorte de muscle de la créativité ? Est-ce que c'est quelque chose qui peut s'entraîner ou est-ce que c'est inné ? C'est une vaste question. C'est une très vaste question. En neurosciences, on a tendance à considérer que le cerveau est un muscle. Donc, il peut s'entraîner. La créativité repose sur plusieurs processus différents. Il y en a qui vont être des associations spontanées qui vont reposer sur nos connaissances. Donc, on peut apprendre des connaissances et les développer. Et il y en a d'autres qui vont reposer plutôt sur des processus qu'on appelle contrôlés, un petit peu de contrôle sur nos propres comportements. Et ça s'entraîne aussi. Donc, peut-être qu'il y a une base d'inné, mais il y a une vaste interaction avec tout ce qu'on va apprendre et comment est-ce qu'on va s'entraîner à être créatif. D'accord. Il y a un truc que j'avais lu un peu, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai, et c'était vulgarisé, hein, donc ça distinguait en fait l'agent 1 et l'agent 2, donc un agent 1 dans notre cerveau qui va gérer tout ce qui est un peu spontané et réflexe, et un agent 2 qui va aller dans la profondeur. Dans le jeu vidéo, c'est assez intéressant parce que les deux sont souvent sollicités. Il peut y avoir des énigmes qui poussent, où il faut être créatif pour imaginer ce que le développeur veut nous faire faire. Oui. Et il peut y avoir le côté instantané où on a des ennemis qui nous attaquent, il faut réagir sur le moment T. Et chacun a sa solution, notamment dans le speedrun, pour optimiser la réponse. Oui. Quels sont les constats que vous avez pu faire en analysant la créativité dans le jeu vidéo ? Alors, dans le jeu vidéo, moi, j'ai pas fait d'analyse poussée, donc j'ai pas de résultats desquels je peux parler. Mais par contre, je peux vraiment rebondir sur les deux systèmes que vous mentionnez ici. En fait, en neurosciences de la créativité, on l'étudie selon deux approches. Une qui s'appelle la pensée divergente. Donc, on va essayer de trouver des options qui sont très originales, que personne n'a jamais fournies. Et on a la pensée convergente. On essaye de trouver une solution pour un problème donné. Donc, quand on va résoudre des énigmes, par exemple, dans Zelda, dans les sanctuaires, on va vraiment être dans de la pensée convergente. On essaie de trouver la solution aux énigmes auxquelles on fait face. Alors que, je reprends l'exemple de Zelda, quand on est en train d'essayer de faire une recette qui atteindrait un niveau 3 ou un niveau 4, on va plutôt être dans de la pensée divergente. On essaye de trouver quelque chose qui serait original, qu'on n'a pas encore testé. Alors, ça se trouve, ça va mener à rien du tout. Ça va nous faire le petit son raté. Mais ça se trouve, en fait, on va réussir à trouver un truc qui est vraiment sympa. Et ces deux pensées-là il y a la même réaction au niveau du cerveau ou ça fait bouger de différents endroits? Comment ça se manifeste? Oui, ça fait bouger deux endroits. Enfin, les bases neurales sont assez différentes. On a deux réseaux principaux. Il y en a un qui va plus être en charge de la pensée divergente ou en tout cas des associations spontanées qu'on va pouvoir faire. Ce réseau, il s'appelle le Default Mode Network pour donner un petit peu de science. Alors, je vais réécouter ça.
Il y a network, moi c'est tout ce que j'ai entendu. En français, il s'appelle le réseau par défaut. C'est un petit peu le réseau en roue libre. D'accord. Lorsqu'on ne fait rien, on le laisse en roue libre. Et ça s'appelle aussi en anglais le mind wandering ou l'errance mentale. Donc c'est ce réseau-là. Et puis pour ce qui est plus convergence, on va être dans un réseau de contrôle qui s'appelle le réseau exécutif aussi et qui lui est impliqué lorsqu'il s'agit de faire attention à ce qu'on fait. Ok, ça fait très langage quand même, ordinateur, PC, vraiment. Alors je pense qu'ils se sont servis du cerveau pour utiliser ces termes. Et j'ai une question par rapport à tout ça. Comment est-ce que vous étudiez, quels appareils vous utilisez par exemple pour voir quelle partie du cerveau travaille est-ce que vous avez, je sais pas, un barème pour voir l'intensité de résultats? Ce qu'on va utiliser comme technique de neuroimagerie, il y en a plusieurs. On a l'EEG ou l'électroencéphalographie ou l'IRM fonctionnel. Donc il y a une machine au sous-sol de l'IRM, même deux, que moi j'utilise principalement pour ça. Et donc on va regarder l'activité du cerveau pendant que les gens font des tâches qu'on aura labellisées comme créatives. D'accord, parce qu'un IRM c'est quand même très gros. C'est très très gros. Comment du coup vous faites pour faire en sorte que la personne travaille sur quelque chose tout en analysant ça avec un IRM? Oui, donc en fait, les gens sont installés allongés, un peu comme dans un lit, et puis ils voient un écran et ils ont dans les mains des petites manettes. D'accord. Et du coup, ils peuvent nous fournir leurs réponses en utilisant ces petites manettes. On essaye de les mettre bien confortables, donc ils ont des petits oreillers, on leur met une couverture. Parce que c'est pas agréable. Oui, ça fait beaucoup de bruit, ça peut un peu donner l'impression d'être dans une fusée qui va décoller, mais qui ne décolle jamais. Mais le suspense. Mais donc voilà, donc c'est dans ce setup-là. Ils sont allongés et ils font nos expériences en étant allongés. D'accord. Mais ça fait déjà très jeu vidéo pour le coup. Ah oui, c'est la grosse VR, quoi. Là, vraiment, on est dans l'immersion totale. Et vous avez découvert une sorte d'activité qui va plus, on va dire, favoriser le développement de la créativité pour l'instant. Quelles sont les découvertes que vous avez pu faire Alors, pour l'instant, le domaine des neurosciences de la créativité, il en est à son balbutiement. Donc, ce qu'on a réussi jusqu'à maintenant, c'est un petit peu ce que je vous ai raconté, à identifier deux réseaux qui sont très importants. Il y a un résultat en neurosciences de la créativité qui est très intéressant pour nous, c'est que ces deux réseaux dont je vous ai parlé, le réseau de roue libre et le réseau de contrôle, dans n'importe quelle autre tâche qu'on va faire dans l'IRM, par exemple une prise de décision, ils ont tendance à être anticorrélés. S'il y en a un qui est activé, l'autre il est éteint. Et si on travaille sur une autre tâche, par exemple de mémoire, on en a un qui est activé et l'autre désactivé. En créativité, c'est une des seules tâches, un des seuls comportements où les deux, ils sont activés ensemble. Et ils sont un petit peu en concert, en orchestre, à travailler un petit peu vraiment partenaire. En partenaire. Et il semblerait qu'il y ait même un troisième réseau qui intervienne pour faire le lien, mais ça, on est encore 2025. En train de l'étudier. C'est là où la magie se passe. On ne sait pas exactement ce qui se passe. C'est pour ça que pour l'instant, c'est un de nos sujets de recherche aussi. Qu'est-ce que fait ce troisième réseau? Ça fait combien de temps que vous menez la recherche sur la créativité? Alors, sur la créativité, ça fait pas longtemps. Ça fait depuis début 2020. Avant, je m'intéressais à la prise de décision. Et donc, c'est pour ça que je vous en ai parlé juste avant. D'accord, parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont des prises de décision qui sont, entre guillemets, très créatives, parce que ça sort de l'ordinaire, notamment, encore, pour faire le parallèle, dans le speedrun. Oui, exactement. Là, j'ai pu voir des exemples où les gens ont trouvé des solutions qui étaient... Enfin, moi, ça me paraît impossible de même essayer, en fait. De l'envisager, même avant de l'envisager, qu'en fait, ce soit quelque chose qui est possible. Donc, je me demande vraiment comment ces joueurs en sont arrivés à ces conclusions-là. Est-ce que ça a été une exploration complètement intense? Est-ce que... et ça rejoint des questions que je me pose. Est-ce que c'était une exploration qui était clairement dirigée vers un but ou avec une certaine logique, ou alors est-ce qu'on était dans de l'exploration aléatoire jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose? Et donc c'est aussi pour ça que j'aimerais interagir avec les joueurs après cette interview. Ouais, ils vont se sentir disséqués. Et c'est un domaine que vous vouliez voir avant Interglitch, ou vous êtes joueuse vous également, et du coup... Alors, je peux pas me définir comme une joueuse. J'aime bien jouer aux jeux vidéo. J'essaye de ne pas trop y jouer parce que je suis vite addict à ça, comme ça doit être le cas pour beaucoup de gens. Malheureusement, les recherches, ça prend aussi beaucoup de temps, donc il faut se concentrer dessus. Donc, je peux pas me considérer comme une joueuse. Mais
Vous connaissez déjà Zelda, les sanctuaires, c'est déjà un exact. Bon, ouais. Et ça a été sorti très naturellement. C'est ça. Ah ouais, il y a du gaming en dessous. Et comment ça se passe au quotidien? Est-ce que vous avez à un moment une forme de déformation professionnelle, de vous analyser tout le temps quand vous faites des activités, notamment créatives? Je ne sais pas si vous en avez. Quand j'entends création, j'entends art, ce qui va nous revenir directement quand on entend créativité. Ouais. Est-ce que vous vous analysez perpétuellement pour voir comment vous vous comportez vous-même? Non, j'essaye de ne pas trop le faire parce qu'après, on devient fou sinon si on est tout le temps en train de se regarder soi-même. C'est pas très intéressant. Et pour le coup, je me définis pas du tout comme créative dans le sens où on va l'entendre par rapport à l'art. Je suis vraiment une brêle en question divergence. Par contre, convergence, ça marche très bien. Résolution d'énigmes, trouver des solutions pour répondre à nos questions de recherche. Là, pour le coup, il y a pas trop de problème. Bon, pour le coup, le fait de se pencher sur le jeu vidéo, c'est assez créatif, c'est assez divergent pour le coup. C'est vrai, s'y intéresser. Yes. Et vous avez étudié différents profils, vous avez des profils types ou comment ça se passe? Alors, on essaye pour l'instant, comme on n'a toujours pas bien compris comment ça fonctionnait dans le cerveau, on essaye de s'intéresser déjà à une population qu'on va catégoriser de normale, donc avec une variabilité normale de créativité. On va avoir, ne serait-ce qu'entre nous trois, il y en a un de nous va être très fort dans un domaine, puis un autre dans un second domaine. Donc je vais utiliser cette variabilité naturelle, donc je vais recruter des individus pour mes expériences sans critères, sans aucun critère, à part le fait qu'ils respectent les critères d'inclusion des expériences. Et puis à terme, une fois qu'on aura compris, peut-être qu'on voudra tester un petit peu les limites de nos modèles de compréhension et là recruter des gens qui sont excellents dans un domaine de créativité en particulier, mais pour l'instant on en est vraiment trop aux prémices. Ah ouais, ce serait intéressant, ce serait bien de voir cette graine d'extraordinaire qu'on n'arrive pas forcément à expliquer, parce qu'il y a des gens qui sortent des choses, on se dit, eh ben dis donc, fallait y penser, quoi. Le cheminement de pensée est assez fort, on se dit... Quel labyrinthe il a pris pour avoir cette pensée-là. Et dans ce travail-là, vous travaillez à combien? Vous travaillez avec des collègues, je suppose? Oui, alors moi je fais partie du Front Lab, donc c'est une équipe de l'ICM qui s'intéresse aux fonctions et aux dysfonctions du lobe frontal, c'est pour ça que ça s'appelle le Front Lab. Et on a une approche à la fois clinique, à la fois fondamentale. Moi je fais partie du côté plutôt fondamental. Et à l'intérieur de cette équipe, donc qui représente à peu près 25 personnes, on est 2 chercheurs à s'intéresser en particulier à la créativité, avec une chercheure, Emmanuelle Vol, qui est spécialisée sur la créativité depuis bien plus longtemps que moi, et moi qui suis plutôt à l'interface entre créativité et prise de décision. D'accord. Et c'est à l'échelle française ou ça va au-delà des frontières? International? Notre équipe, vous voulez dire? Oui, ou le projet en soi? Le projet, on a forcément des collaborations en fait, avec des chercheurs qui vont être à l'international, aux États-Unis, en Angleterre, ou je sais plus, en Italie aussi. Et donc du coup, on a des collaborations. Les projets sont menés ici entre nous, et puis dès qu'on a des résultats ou des nouvelles idées, on va les présenter à nos collaborateurs qui vont nous donner un petit peu leur retour et nous dire si ça tient la route, ça tient pas la route, qu'est-ce qu'ils en pensent. D'accord. Et dans d'autres pays, ils sont un peu plus avancés ou vous êtes à peu près tous au même stade? Non, c'est à peu près le même stade. Il n'y a pas beaucoup de chercheurs sur les neurosciences de la créativité. Et donc, du coup, chacun a un petit peu sa voie. Oui. Chacun a sa petite spécialité. On ne va pas avoir les mêmes méthodes. Et donc, c'est très complémentaire. En termes d'avancée, je pense que... on est à peu près pareil, juste qu'on n'est vraiment pas nombreux en France. Mais... Oui. En France, oui, j'imagine. Ouais. Et déjà, il y a un parallèle encore avec le jeu vidéo, ce fonctionnement participatif et collaboratif de se partager les données, ça rassemble beaucoup au speedrun, donc c'est assez drôle. Et à titre personnel, est-ce qu'il y a des choses qui sont présentées comme des révélations depuis que vous êtes dans cette étude? Des révélations comme des grands nouveaux résultats? Au niveau de la découverte, de se dire, ah oui, d'accord, c'est ce fonctionnement, ça impacte le quotidien, de se dire... Genre, maintenant que j'ai compris tout ce qui était pensée divergente, que j'ai compris la résolution, l'impact sur le quotidien. Est-ce que pour l'instant, vu que c'est aux prémices, hein, c'est pas forcément évident, mais est-ce que vous avez déjà découvert ces impacts? Non, pas encore. Par contre, on a des buts d'impact qui sont très clairement définis. Et il y en a un premier, il est lié à la clinique. En fait, l'Institut du cerveau, il est aussi lié aux pathologies en fait, du cerveau. Comprendre la créativité, c'est pas seulement pour le fun de savoir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. C'est aussi qu'en fait, aujourd'hui, avec des patients qui ont des atteintes cérébrales, on n'a pas d'outils d'évaluation de la créativité qui soient très efficaces parce qu'en fait, on n'a pas bien compris
compris comment ça marchait. Donc, le but, c'est de développer un petit outil d'évaluation. Pourquoi ? Parce que, par exemple, quand on a un neurochirurgien qui veut opérer du cerveau, quelqu'un, par exemple, qui a une tumeur, avant, il va vérifier qu'il ne va pas toucher une zone qui est très importante. Si on a quelqu'un pour qui la créativité, c'est très important, donc ça fait partie du métier ou alors de son occupation principale, en fait, ce neurochirurgien, aujourd'hui, il n'a pas d'outils qui lui permettent de tester s'il va toucher une région ou pas qui est hyper importante pour la créativité. Donc nous, on veut fournir des outils à ces neurochirurgiens pour pouvoir évaluer, pour qu'ils n'enlèvent pas la région qui sont importantes. Déjà identifier et localiser principalement le fameux muscle, ou en tout cas les éléments qui contribuent ou qui gèrent la créativité. Et ceux qui veulent suivre un peu l'avancée de ces projets, où ils peuvent avoir toutes ces infos? Notamment sur le site de l'Institut du cerveau, le compte Twitter est très actif. Le Front Lab a aussi un compte Twitter sur lequel on essaye de publier régulièrement les nouveaux articles qui sont publiés. Et alors, les articles sont des articles scientifiques qui sont assez illisibles lorsque on n'est pas chercheur. Mais par contre, l'ICM fait un très bon job de communication et publie régulièrement des vidéos, soit plus grand public, soit à l'attention de gens qui sont un petit peu plus initiés. Donc, il y a un petit peu des deux qui est publié régulièrement. Ok. J'espère qu'on aura encore plus de contenu, en tout cas, où vous vous exprimez, parce que c'est très facile à comprendre quand vous l'expliquez. Il y a beaucoup de clarté, de simplicité. En plus, le fait que vous ayez une petite expérience de vidéo, c'est pas pour me déplaire. Donc, je trouve ça très bien et j'espère qu'il y aura plus de contenu comme ça, parce que c'est vrai que parfois, les publications scientifiques sont, entre guillemets, imbuvables. Donc, pour le commun des mortels. C'est dommage. Mais même pour nous, lorsque c'est pas dans notre domaine. Donc, oui, j'imagine. C'est pour tout le monde. Si on a l'expertise, le domaine de connaissance, il n'y a pas de problème, mais il le faut, celui-là. C'est toujours pareil. Excellent. Bon, on va suivre ça de près. Et merci à Alizée de nous avoir un peu présenté les choses pour qu'on puisse un peu, moi en tout cas au quotidien, me poser des questions. Est-ce que là, je suis dans Et juste vous, alors, vous êtes plutôt convergence ou divergence ? Alors moi, je suis très divergent. Divergence plutôt ? Intéressant. Je pense aussi. J'ai l'impression que l'un peut servir à l'autre. J'ai l'impression qu'il y a deux façons d'arriver. Il y a certains qui vont tomber dans cette créativité, entre guillemets, pure. Je l'entends comme ça parce que il n'y a pas de but précis au départ, en passant par la résolution. Et il y a d'autres qui vont arriver à la résolution en passant par les trucs un peu artistiques, comme on le dit souvent. Voilà. Donc l'un sert à l'autre d'une manière ou d'une autre. Ça dépend de comment on commence. Moi, je commence souvent par la divergence. Okay. On aura peut-être la chance de se faire tester dans quelques années avec des appareils un peu plus petits que des IRM pour voir comment notre cerveau travaille. Ah oui, il y a autre chose que je demandais. Est-ce que la créativité est ancrée dans la mémoire ? Alors, c'est lié à la mémoire parce que la mémoire va représenter, structurer nos connaissances ou nos expériences et c'est là-dedans qu'on va se balader. Vous avez utilisé tout à l'heure l'expression du labyrinthe. C'est là-dedans qu'on va se balader pour essayer de mettre en relation des éléments qui sont a priori pas vraiment à côté, mais on va les mettre ensemble pour arriver à une nouvelle idée, à quelque chose de nouveau. Excellent, d'accord. Donc, c'est encore plus utile d'en savoir un peu plus, savoir comment la conserver parce qu'effectivement... si on peut perdre des moments de mémoire, est-ce qu'on peut perdre des moments de créativité ? Puis comment muscler la créativité ? C'est vraiment intéressant, hein, moi. Je suis déjà un peu parti trop loin dans l'intérêt que je porte au domaine, mais j'ai l'impression que plus on avance, plus il y a de questions. Donc, c'est le problème de la recherche, je crois. On n'aura jamais fini. C'est ça. Ah, ça, c'est passionnant. Ça a toujours été quelque chose qui vous intéressait au niveau de votre choix de parcours, de carrière ? Oui, ça fait des années que pendant ma thèse, en fait, lorsque je travaillais sur la prise de décision, je me suis demandé mais comment on prend des décisions dans le but d'être créatif ou comment ça se passe, ça a l'air compliqué. Et du coup, j'y ai beaucoup réfléchi. Et puis après, quelques années plus tard, j'ai pris contact avec Emmanuel Vol au Front Lab. Et puis encore quelques années plus tard, je l'ai rejoint. Vous vous êtes dit, si j'ai la solution, je vais pouvoir enfin régler mon problème artistique. Peut-être, ce serait pas mal. Bon, on espère voir l'évolution artistique de Alizée. Donc, merci à elle. Nous sommes en direct de l'événement organisé par le French Restream, qui est Interglitch. Je suis avec Mikoto, Max et Alizée de l'ICM qui fait des recherches sur la créativité. Merci à toi pour cette interview. Merci à vous. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Bye bye.